Voilà, après cet arrêt sur image de l'hommage, on voulait vous reparler bien sûr de l'offensive israélienne qui continue à Gaza, puisque cette attaque terroriste du 7 octobre a engendré les représailles que l'on sait et qui continuent de la part de l'armée israélienne. On continue d'en parler avec vous, Jérémy André, journaliste au Point, le magazine Le Point. Vous avez dirigé ce livre, Un pogrom au XXIe siècle, Israël, 7 octobre 2023, publié par Flammarion et Le Point, où vous retracez heure après heure les lieux d'attaque et de massacre. À vos côtés, Younes Belfella. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, directeur de MedFocus, centre de réflexion sur le Moyen-Orient, et Alban Mikosi, notre éditorialiste international. Bonsoir, Alban, et merci d'être avec nous. Peut-être la première question pour vous, Jérémy André, est-ce que, avec toute la douleur qu'on vient d'entendre, euh, on doit aussi entendre le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire aujourd'hui à Gaza, la dernière opération militaire, c'est celle qui va cibler de façon terrestre, en tout cas c'est ce que disait l'état-major israélien, la ville de Rafah, où sont réfugiés plus d'1 million de personnes. Est-ce que voilà, il y a de la disproportion, ou est-ce qu'on peut juger disproportionnée la riposte de l'armée israélienne? Alors forcément, l'opération militaire israélienne, elle est critiquable dès le premier jour. Il y a eu des enquêtes par de nombreux journalistes, en particulier israéliens, en fait, parce que c'est quand même une démocratie avec une forme de liberté de la presse qui permet de critiquer le gouvernement, et qui ont montré qu'il y a eu un abaissement des règles d'engagement, je pense très clairement, pour en fait bombarder Gaza, autorisant à avoir des nombres très importants de victimes civiles, pour simplement cibler une cible militaire. Après, il faut que cette critique, elle soit quand même rationnelle, fondée sur les faits. On parle, par exemple, certains accusent Israël de génocide, etc., ou veulent en fait cesser les opérations et considèrent qu'Israël n'a aucun droit Légitimité. à cette opération antiterroriste. C'est quand même des arguments qui sont difficilement entendables, étant donné l'attaque qu'a subi le pays, et deuxièmement, pour la qualification de génocide. Donc, on l'a vu, une institution de l'ONU, donc la Cour de justice internationale, a rendu un avis, mais en fait qui ne qualifie pas de génocide les actions, mais qui en fait mentionne un risque de génocide, ce qui est un peu différent. Aujourd'hui aussi, et ce qu'il faut, c'est évaluer le véritable nombre de victimes civiles. Là, c'est plusieurs milliers de victimes. C'est forcément plusieurs milliers. Je pense qu'on peut être assez certainement dire qu'on est au-dessus de la dizaine de milliers de victimes civiles. Par contre, les chiffres qui sont répétés par la partie adverse, par le Hamas, ils sont très difficilement vérifiables. Et nous, en tant que journalistes, on doit être extrêmement prudents. Younes Belfella, ce qui va se passer à Rafah, comment on le qualifie? Plus de 1 million de déplacés palestiniens dans cette ville. L'Égypte qui ne veut pas ouvrir son point de passage, avec une opération terrestre annoncée par l'armée israélienne qui alertait ce matin les membres du Hamas en disant: on viendra vous chercher comme on a été chercher tous les autres dans toutes les villes palestiniennes de Gaza. C'est quoi? Comment on décrit ce qui se passe là-bas? Tout d'abord, je crois qu'il y a un grand problème dans la compréhension de cette stratégie militaire israélienne. Et ça montre un petit peu la fracture qui existe en Israël sur le plan politique. Avec ce cabinet de guerre, on comprend qu'il y avait une volonté de dire qu'on va détruire le Hamas. Sur le plan politique, la réponse est non, parce qu'on le voit de plus en plus, le Hamas, elle est très active sur le plan politique. Elle négocie, elle fait des relations, elle tisse des liens avec des partenaires dans la région. Sur le plan militaire, jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas réussi à neutraliser les grands dirigeants de l'état-major du Hamas. Je parle de certaines personnalités comme Yahya Sanwar ou comme Mohamed Deif. Maintenant, est-ce que cette opération terrestre va résoudre le problème? On a vu, vous savez, ces images de commandos israéliens dans des hôpitaux. Il y a quand même des cadres du Hamas qui ont été éliminés pendant cette opération. Moi j'ai dit, ils peuvent bien évidemment réussir à réduire les capacités militaires du Hamas, mais ça ne veut pas dire l'éradication du Hamas. En même temps, il y a un risque qui est très fort, c'est l'opinion publique et l'image
d'Israël dans le monde. Ce qui se passe dans la bande de Gaza, plus le temps il passe, plus Israël perd de l'image. C'est la première fois quand même que la Cour internationale dit qu'Israël elle a un risque de génocide quand même pour un pays qui était créé après le Shoah et après la Deuxième Guerre mondiale. C'est très, très important. Deuxièmement, il y a la perte aussi de certaines alliances. Bon, je ne parle pas de cercle occidental qui soutient toujours Israël, mais même ce soutien occidental, il est plus inconditionnel. Oui, avec des critiques quand avec même. Avec beaucoup de critiques. Ça, il faut juste en voir. tout cas, de la mesure et des sourcils qui se froncent. On en parlait avec Alban, même du côté américain. Mais pas seulement du côté américain, mais aussi du côté européen. Le discours de Josep Borrell la semaine dernière, il était très très fort pour dire qu'il y a une nécessité d'un État palestinien. On voit des déclarations même au sein de l'Union européenne. Maintenant, pour les Américains, bien évidemment, il y a des enjeux internes parce qu'il y a les élections américaines et c'est peut-être pour la première fois qu'on voit un discours au sein du parti démocrate contre Israël. Les universités américaines ont changé leur opinion publique. Là, il y a quand même un changement et donc le timing, il est très très important dans cette question. Jusqu'aujourd'hui, il y a en même temps des négociations qui continuent. On va en parler. Et donc, forcément, il faut bien évidemment avoir peut-être l'espoir de parler un petit peu des négociations et des chances, bien évidemment, de réussite de ces négociations. Exactement, parce que pendant ce temps-là, malgré cette population qui est paniquée et qui ne sait pas où elle va pouvoir se réfugier après avoir déjà été déplacée plusieurs fois. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, autant dire le ministre des Affaires étrangères de Joe Biden, continue. C'est sa 5e tournée des États arabes, du Proche-Orient. Et avant d'arriver à Jérusalem, il a fait étape en Arabie Saoudite. On a beaucoup parlé notamment avec Younes Belfella de l'importance du Qatar dans la négociation. Et là, vous nous dites aujourd'hui que ça shift un peu et qu'une des clés peut-être de la trêve se trouve à Riyad. Je vais vous raconter une histoire d'engrenage. Vous savez, on parle souvent de l'engrenage de la guerre qu'on n'arrive pas à arrêter. Là, on se tente de mettre sur pied un engrenage de la paix. Mais que ce soit bien clair dans tout ce que je vais dire, l'engrenage peut s'arrêter à n'importe quel moment. Un grain de sable et l'engrenage s'arrête. Ce que Anthony Blinken est venu dire hier, notamment en Arabie Saoudite, il a écouté ce que disait la famille, les Saouds. Ils sont prêts, l'Arabie Saoudite, à relancer un dispositif diplomatique de haut niveau avec Israël. Mais pas en échange de rien. En échange d'une trêve humanitaire et en échange aussi de lancement d'un processus politique. Vous voyez, tous les mots ont une importance. Lancement d'un processus politique de processus de à paix, 2 États. Ouais. On est vraiment au tout début. Anthony Blinken est aujourd'hui à Jérusalem. Il va redire la même chose aux responsables israéliens. Ce que l'administration américaine voit très clairement, c'est que cette stratégie de la guerre sans fin, elle n'est pas tenable sur le plan intérieur américain. Parce que Joe Biden, son autorité est en jeu aussi. Vous l'avez très bien dit, il y a une communauté musulmane aux États-Unis, notamment dans des États qui sont capitaux, comme celui de Chicago, par exemple, qui très clairement a décroché du soutien total à Israël. Oui, donc ça veut dire impact sur la campagne présidentielle, sur l'élection présidentielle américaine. Le premier engrenage serait un cessez-le-feu, une trêve humanitaire, on va dire. Alors, certains journalistes bien informés parlent d'une trêve de 45 jours. On va rester très, très prudent sur les chiffres. Mais si cette trêve existait, s'y produirait la libération d'un certain nombre d'otages. Ce que les Américains disent, c'est que sur les 136 otages, 32 sont morts. Et que les autorités israéliennes le savent parfaitement. Il reste donc une centaine d'otages en vie. L'objectif serait... Malgré tout ce qu'on a vu comme bombardement, attaques, etc. Et ce que Blinken est venu dire aux Israéliens, c'est « Votre stratégie militaire n'a libéré qu'une seule otage au tout début du processus. Il y a les 3 otages qui ont été tués par erreur par l'armée israélienne. Pour tous les autres otages n'ont pas été trouvés. Donc, la stratégie militaire, uniquement militaire, de libération des otages, elle ne fonctionne pas. Donc, maintenant, c'est une des clés dans les mains du gouvernement Netanyahou. S'il acceptait, si l'engrenage s'ouvrait, ça générerait un deuxième engrenage, qui est celui à ce moment-là de dire qu'est-ce qu'on fait de la bande de Gaza. Et la population de Gaza, elle n'est pas à 100% derrière le Hamas, parce qu'elle va réclamer des comptes. Oui, effectivement, la situation de Benjamin Netanyahou est compliquée parce que c'est une démocratie israélienne, qu'il y aura des commissions d'enquête, qu'il y aura un réveil de la population israélienne. Mais
la situation à la bande de Gaza ne sera pas toute simple non plus. Les gens disent au Hamas, mais vous êtes responsable du chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, qui pour gérer la bande de Gaza? Ça, c'est le deuxième engrenage. Et plus généralement, vous nous dites aussi, Alban, rapidement, les monarchies arabes du Golfe et l'Égypte semblent pousser, elles aussi, de toutes leurs forces pour la trêve que vous décriviez à l'instant, et pas seulement pour des raisons humanitaires. Oui, et ça, c'est le troisième engrenage. Le troisième engrenage, c'est que ce soutien, par exemple, par les Houthis à la cause palestinienne, qui est un soutien prétexte. En réalité, les Houthis, c'est un proxy de l'Iran. Ils font ce que les Iraniens leur demandent de faire. Mais pose des problèmes au commerce international. Et quels sont les deux pays qui ont le plus à perdre? L'Égypte, avec le canal de Suez, et l'Arabie saoudite. Donc, tout le monde a besoin qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça va marcher? On va rester évidemment, on suit ça ensemble. Younes Belfella, et du coup, le Qatar, est-ce qu'il pèse encore? On sait qu'il abrite, que c'est le QG politique du Hamas. Est-ce qu'il pèse encore dans cet engrenage de paix qui est en train de nous décrire, ou de négociation que nous décrit Alban Mikosi? C'est un intermédiaire qui gère bien les négociations, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les Américains. Il n'a pas la même position que l'Arabie saoudite, que les Émirats, que l'Égypte, que je rappelle que ces trois pays, avec d'autres pays arabes, ont bien évidemment manifesté à plusieurs reprises, bien avant le 7 octobre, qu'ils sont contre le Hamas. Donc, ils ont beaucoup d'intérêt que Israël détruise le Hamas. On parlait même avant le 7 octobre d'un axe sunnite juif dans la région. D'accord? C'est-à-dire les pays arabes, et principalement à partir du moment du printemps arabe, ils ont fait le choix de faire une alliance avec Israël contre l'Iran. Maintenant, ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire pour bien lire l'échiquier géopolitique de la région, c'est qu'on est quand même face à un effet de contagion guerrière, et que les Américains et les Iraniens essaient d'instrumentaliser ce qui se passe actuellement dans la région pour trouver une solution, bien évidemment, concernant la question des négociations nucléaires et concernant le rôle de l'Iran dans cette région. Parce que quand on pose la question, pourquoi on fait la guerre? Pour le Hamas, on arrive à comprendre, mais pour les Houthis, est-ce que c'est un effet subversif? Est-ce que c'est une action, un service rendu vers les Iraniens? Donc là, il y a plusieurs questions qui s'imposent dans cette région. Alors les Houthis, il faut peut-être juste d'un mot recontextualiser. C'est au Yémen, c'est rebelles. C'est un proxy des Iraniens. C'est eux qui bombardent, qui visent les bateaux de commerce. Ils disent qu'ils défendent la cause palestinienne, et on sait qu'ils sont majoritairement financés par l'Iran. Il n'y a pas que les Houthis, parce qu'il y a aussi des milices chiites en Irak qui suivent bien évidemment l'Iran, qui ont assassiné des soldats américains. Donc là, ça montre en quelque sorte l'embrasement de cette guerre dans cette région, et que le fait qu'il y aura des négociations, une trêve humanitaire, un échange d'otages avec des prisonniers palestiniens, tout ça, c'est bien, certainement d'un point de vue. Parce que si c'est 45 jours, on est sur une échelle différente de trêve que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Mais ça ne veut pas dire la fin de la guerre. Il y a un après-de-guerre géopolitique très important. Est-ce qu'il y aura une négociation entre l'Arabie saoudite et Israël pour une reconnaissance et une stabilité dans la région? Est-ce qu'il y aura une négociation concernant le nucléaire iranien dans cette région entre les Américains et les Iraniens? Et c'est l'enjeu même des élections américaines. Et il faut aussi se poser la question sur le rôle de la Chine et la Russie dans cette région. C'est un élément qui est central pour bien comprendre les enjeux actuels et éviter bien évidemment de voir seulement cette région avec le prisme occidental. Jérémy André, ce que disait Alban Mikosi à l'instant, Anthony Blinken va dire à Benyamin Netanyahou, votre politique uniquement militaire n'a pour l'instant libéré qu'un seul otage, il faut passer au cap d'après, à la discussion, à la négociation. Ça peut être entendable par les Israéliens? Je doute que ça convainque Benyamin Netanyahou, parce que sa priorité, ce n'est pas les otages. Il l'a dit. C'est-à-dire que quand il a... Ce qui est terrible quand on est quand même Premier ministre. Oui, et surtout quand on connaît l'histoire de son frère, puisque son frère, Jonathan Netanyahou, est mort en libérant des otages à Entebbe en 1976. Donc voilà, des gens, des hommes politiques et des familles d'otages lui ont justement renvoyé ça au visage en lui disant « mais toi, tu n'es pas prêt à te sacrifier pour nos proches ». Donc Netanyahou a toujours veillé à ne pas définir les otages comme la priorité numéro 1. C'est une des priorités, mais ce n'est pas la priorité numéro 1. Donc aujourd'hui, lui, sa priorité, c'est sa survie politique. Voilà, on peut le dire aussi que c'est pour ça qu'il fait durer la guerre, en étant extrêmement simpliste, en disant qu'après, s'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de Netanyahou politique, entre guillemets. Et donc il faut que le deal qu'on lui présente soit, on va dire, acceptable pour l'opinion publique israélienne. Si il signe en fait un arrêt des hostilités, il se retrouve avec le Hamas toujours à sa frontière,
des otages toujours dans les mains des terroristes et finalement quand même une perte de réputation immense pour son pays, ensuite l'heure du règlement de compte va sonner pour lui. Donc c'est une des personnes, peut-être aussi avec Yahya Sinwar, qui a le moins intérêt à signer un deal le plus vite possible. Et juste d'un mot peut-être à celui qui veut, mais vous disiez quelque chose de très intéressant, monsieur, sur l'affaiblissement du Hamas et la population palestinienne qui dit, mais pour les 1 million à Rafah, c'est vous aussi qui nous Il y a un très bon faites article vivre cet actuellement. enfer. Il y a un site qui essaie de transmettre depuis Gaza à travers l'Égypte qui s'appelle plus 972, ce qui est l'indicateur téléphonique de Gaza. À l'intérieur, il y a des paroles de gens qui, évidemment, ne donnent pas leur nom. Leurs noms sont modifiés. Et qui disent tous la même chose, qui disent « Pourquoi on en est là ? 60% de notre bande de Gaza est détruite. Nous sommes 2 millions d'habitants laissés à l'abandon. Pourquoi on en est là ? D'accord, Israël nous bombarde. Pourquoi Israël nous bombarde ? Quel est le rôle du Hamas ? Ça pose la question sur l'avenir. Netanyahou devra en rendre des comptes, mais il devra rendre des comptes. Je me pose beaucoup de questions sur comment ça sera géré cette bande, parce que l'autorité palestinienne est quasiment absente. S'ajoutant à cela, il y a vraiment la position de Netanyahou qui est très critiquée, mais il y a aussi une extrême droite israélienne qui est vraiment en train de dire, déjà elle ne fait pas la guerre, mais en même temps elle veut qu'une armée israélienne fait la guerre, sécurise la bande de Gaza à sa place. Donc forcément on est sur un débat stratégique extrêmement important. Maintenant j'espère que la trêve humanitaire sera bien évidemment le portail pour trouver une solution politique à cette crise. Merci beaucoup à tous les trois. C'était extrêmement intéressant de vous écouter. On espère que cet engrenage de la paix ou d'apaisement que vous nous avez décrit, Alban, pourra s'enclencher avec une clé au Qatar, une clé en Arabie Saoudite, évidemment une clé au Hamas et en Israël.